Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Les principaux titres de l'actualité ce soir, les mototaxis ne doivent plus circuler dans la capitale. Le gouverneur de la région de Dakar exige le respect de l'arrêté numéro 008903 du 29 octobre 2012. Al-Hassan Sall prévient et annonce des sanctions. Justement, qu'est-ce qu'en pensent les conducteurs de ces moyens de transport? Certains n'ont pas l'intention de respecter cette mesure. Vous les entendez également dans cette édition. Et puis à Kayar, les locaux du service départemental de la pêche sont saccagés. Une plainte est annoncée par l'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Le ministre de la pêche appelle les mareyeurs et pêcheurs auteurs de ces saccages à présenter leurs excuses. À Touba, une importante quantité de produits impropres à la consommation incinérés. Ces produits alimentaires ont été saisis au courant de l'année 2021. La valeur est estimée à 7 millions de francs CFA. Cannes Cameroun 2021, la coupe, rien que la coupe, ce sont les propos du chef de l'État. Le président Macky Sall s'est adressé ainsi au Lion de la Teranga. C'était cet après-midi lors de la remise du drapeau national. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Le gouverneur de la région de Dakar exige aux conducteurs du mototaxi de respecter l'arrêté numéro 008903 du 29 octobre 2012, leur interdisant de circuler dans la capitale afin d'éviter les cas de vol et d'agression. Entre autres, Al-Hassan Sall avertit et annonce des sanctions administratives et judiciaires. Il est avec Cheikh Diop et Pape Sango Nembay. Dans un premier temps, les gens prétextaient l'activité de livraison, qui est également reconnue et organisée, donc acceptée. Par la suite, il y en a qui en ont profité pour glisser un tout petit peu vers le transport de personnes, donc le transport public. Alors cela n'est pas accepté à Dakar. Et le second aspect, c'est que nous avons constaté toujours dans Dakar que par moment, l'on nous signale des cas d'agression, de vol à l'arraché. Et à chaque fois, on nous signale que les malfaiteurs étaient à bord de motos. Et troisième chose, c'est que nous avons constaté que la présence de ces motos, s'adonnant au transport en commun, est une cause supplémentaire d'accidents de la circulation. La vérité, c'est que lorsque vous êtes en marge de la réglementation et qu'on vous prenne la main dans le sac, effectivement, la sanction administrative s'abat immédiatement sur vous. Puis restons avec cet arrêté du gouverneur de Dakar qui interdit la circulation des mototaxis dans la capitale. Les conducteurs de ces motos ne comptent pas respecter l'arrêté pour cause. Ils disent que c'est leur seul gagne-pain. Cheikh Diop et Pape Sango Dembaye se sont rendus aux Parcelles Assainies. Reportage. Dans ce lieu, nombreux sont les conducteurs de mototaxis à la recherche de clients. Nous sommes aux Parcelles Assainies. Leurs activités interdites par le gouverneur, mais ces jeunes semblent faire fi de la décision. C'est inadmissible. Je ne peux pas concevoir qu'on gagne notre vie à travers ces mototaxis et l'État veut prendre des mesures là-dessus. C'est impossible. Mieux vaut oublier cet arrêté. Si l'État nous impose des papiers, on peut dire qu'il s'agit d'une réglementation. Mais il est hors de question de nous forcer cette décision. Nous n'avons pas de travail, ni financement venant du gouvernement. Babacar Signaté, un client habitué des mototaxis, il se dit contre l'arrêté de l'autorité administrative de la région. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une alternative crédible? Parce que là, si je veux aller en ville, je ne peux pas prendre les voitures à cette heure-ci, de motel à Hague. Et taxi parfois aussi de faire cher. Donc ils proposent une alternative. Je pense que c'est une alternative qui peut être justifiée. Maintenant, c'est vrai que c'est dangereux. Mais est-ce qu'il faut enlever ça? Je ne pense pas trop pour le moment. Les mototaxis, leur seul moyen de gagne-pain.
disent-ils. Ces jeunes ne comptent pas obtempérer. Ils demandent plutôt une réglementation du transport des 2 roues à Dakar, à l'instar des autres régions. Cher Diop, merci. Et puis, je vous le disais en titre, saccage des locaux du service départemental de la pêche de Kayar. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture annonce une plainte contre les mareyeurs et pêcheurs auteurs des faits. Le ministre de la Pêche, pour sa part, dénonce les actes de violence et appelle les auteurs à présenter leurs excuses. Ces actes de violence remettent justement au goût du jour le respect du code de la pêche. Aminata Marisso au reportage. Ces images amateurs, les scènes de saccage au service départemental de pêche de Kayar. À l'origine de la furie des pêcheurs et mareyeurs de la localité, le refus de l'inspecteur de la pêche d'octroyer un certificat sanitaire pour l'exploitation d'une espèce. Dans la loi portant code de la pêche 2015-18 du 13 juillet 2015 et dans son décret d'application 2016-1804 du 22 novembre 2016, en son article 38, il est défini les tailles d'exploitation des espèces du Sénégal. Et parmi celles-ci, il y a la ceinture communément appelée talar en wolof. Faible devant cette situation, le chef de service a demandé à ce qu'on ne puisse pas saisir peut-être à la plage, mais qu'on ne certifie pas tout produit assimilé à ce genre d'espèces. Les faits ont eu lieu entre jeudi et vendredi. Le ministre de tutelle condamne. L'inspecteur qui refuse quand même de certifier des prises qui ne sont pas autorisées par notre législation, donc qui fait son travail. Maintenant, vous me permettrez de pouvoir rencontrer ces gens pour quand même avoir les différentes versions, mais surtout avoir un rapport que j'attends certainement du préfet pour avoir une bonne vision de cette situation-là, mais simplement appeler les acteurs à éviter ce genre de réaction qui ne conduisent à rien de bon. Et donc, il faut éviter vraiment la pêche est une famille. Donc, dans la famille, on ne peut pas régler les problèmes comme ça, par des saccages. Des inspecteurs de la pêche sont très souvent victimes d'attaques de ce genre, une application de la réglementation qui leur coûte cher. Pour rappel, en 2014, des camarades de la DPSP ont été séquestrés à Thiaroye. À Anne, en 2018, les locaux du poste de contrôle ont été saccagés et il n'est resté pas fonctionné pendant presque 1 an. Au niveau de Ngaparo, un de nos camarades a été fracassé au niveau de ses deux doigts. Et mieux, cet agent aujourd'hui concerné par ces événements à Kayar, il les subit pour la 3e fois parce que pour les avoir subis dans l'exercice de ses fonctions à Elinkine et à Ziguinchor. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture compte mener la bataille. Une plainte va être déposée contre les auteurs du saccage des locaux du service départemental de la pêche de Kayar. Destination le Baol, plus précisément à Touba, où près de 5 tonnes de produits alimentaires saisis en 2021. L'incinération de ces produits impropres à la consommation a été effectuée dans la ville sainte en présence de Pape Alagay et Tala Sambou, nos correspondants dans la capitale du mouridisme. C'est en pleine brousse, loin des populations, que la brigade spéciale des services d'hygiène de Touba a procédé à l'incinération d'une importante quantité de produits alimentaires impropres à la consommation saisis au cours de l'année 2021. Des produits composites d'une valeur de 7 millions de francs CFA, déclare le capitaine Alassane Salam Keita. Ces différents produits, c'est composé donc de produits alimentaires tels que des boissons, des mayonnaises, donc des beurres et tout ça, et d'une valeur de 7 300 000. Donc pour une quantité à peu près égale à 5 tonnes. Alors, donc nous sommes ici aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, vraiment procéder à une destruction massive de ces produits-là et essayer donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus de résidus et qui permettrait peut-être à certaines parties de la population de venir ici et de fouiller pour essayer de trouver quelque chose. Une occasion d'inviter les populations à doubler de vigilance et vérifier les dates de péremption des produits qui leur sont proposés. Et avec donc vraiment certains commerçants qui essaient toujours de passer entre les mailles, c'est pas facile. C'est pourquoi donc nous appelons toujours à la vigilance des populations pour quand même toujours contrôler le produit qui est acheté au niveau de la boutique ou bien ailleurs, et de vérifier les dates de péremption et également même après avoir ouvert le produit, si vous constatez que vraiment la texture n'est pas bonne, quand même de se rapprocher du service d'hygiène pour qu'on puisse aller sur le terrain et vérifier ça. L'incinération effectuée, les autorités interpellent les commerçants du département à veiller à la santé des populations et de retirer tout produit périmé des étals.
Pape Balagay, notre correspondant dans la capitale du mouridisme. Et puis dans le département de Goudomp, la coupe abusive de bois inquiète des centaines de troncs d'arbres fréquemment transportés par des trafiquants. Pour lutter contre ce fléau, des comités de vigilance sont mis en place. Correspondant signé Bakary Conté. Le phénomène de coupe de bois abusive gagne du terrain dans le département de Goudomp appelé le Balantakunda. Pour freiner cette coupe abusive, des comités de vigilance ont été créés dans les villages. Bon, on a mis sur place un comité de veille. Un comité de veille divisé en 5 zones dans la commune. Tout simplement pour surveiller la forêt, pour vraiment éviter la dégradation. Cette année d'ailleurs même, on a interdit d'ailleurs toute la commune, toutes les chefs de village ont trouvé une convention de ne pas couper les arbres dans la forêt. Mais aujourd'hui avec le projet Aluili, il vient vraiment de soutenir tous les villages pour au moins protéger la forêt. Plusieurs programmes se déroulent actuellement dans la commune de Bagnères pour une meilleure protection de la forêt. Dans ce projet, on met l'accent beaucoup plus sur la cohésion sociale, qui constitue même la racine de l'arbre. Et aujourd'hui, le fait de regrouper l'ensemble des villages de la commune de Bagnères dans le village de Kandienou nous permet vraiment de renforcer cette cohésion et cette dynamique entre les communautés, entre les populations, entre les acteurs qui tournent dans la gestion de la ressource naturelle. Hormis la cohésion sociale, nous formons ce qu'on a appelé les comités intervillageois et les comités villageois qui sont formés sur la paix, la sécurité, c'est le peace building. Le sous-préfet de Simbandi Brassou appelle les populations à une prise de conscience en dénonçant les trafiquants qui ne cessent de piller la forêt. Bakary Conté, merci. Et puis la douane sénégalaise a réalisé sa meilleure performance depuis sa création. Retenez bien, 1176 milliards de francs CFA enregistrés au terme de l'exercice 2021, d'autant plus que le Covid-19 aurait pu impacter négativement cette performance. Cependant, le résultat reflète le mauvais état dans lequel se trouvent les exportations et l'industrialisation. Voyons les détails dans ce reportage signé Diafaraba, Marcel Farba Maroun. Pour le compte de l'exercice 2021, la douane sénégalaise a enregistré des recettes à hauteur de 1176 milliards de francs CFA. Il s'agit de la plus grande progression de son histoire. Nous exprimons d'abord nos félicitations à l'endroit de la douane. C'est une performance puisque c'est une première depuis notre indépendance. Ça prouve au moins que l'économie bouge. D'autant plus que la pandémie nous a montré que c'était difficile d'accéder à la location des conteneurs. Une nouvelle performance donc de la part de ces éléments considérés comme des soldats de l'économie. Cependant, ces chiffres révèlent la faiblesse des exportations, voire même de l'industrialisation au Sénégal. Si les recettes douanières augmentent, cela veut dire que les importations ont augmenté. Et l'augmentation des importations, c'est en fait une destruction de la création des produits à l'intérieur du pays. Parce que quand on importe un produit qu'on pouvait produire à l'intérieur, cela veut dire qu'on a tué de l'emploi à l'intérieur pour acheter de l'emploi à l'étranger. Parce que toute importation est un achat de travail. Donc on achète du travail à l'étranger, donc les importations augmentent, les recettes douanières augmentent. Mais l'augmentation des importations est égale à la baisse de la production intérieure. Moi je souhaite en tout cas que nos autorités, en particulier le président de la République, puissent orienter davantage le PSE vers l'accompagnement des acteurs économiques pour une forte industrialisation. C'est une politique, peut-être c'est défini dans le PSE, mais ça reste l'accompagnement effectif. L'objectif de 2021 était d'obtenir 1021 milliards de francs CFA, ce qui permet de conclure que la douane sénégalaise a obtenu 155 milliards de francs CFA de plus. 92% des recettes ont été réalisées par le système de gestion automatisé des informations douanières et des échanges, plus connu sous l'appellation système Gaindé. Et puis ce communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Alexis Grégoire Vasse, précédemment inspecteur technique à l'état-major de l'armée de terre, est désigné pour expédier les affaires courantes de la direction de l'information et des relations publiques des armées pour compter du 1er janvier 2022. Il remplace à ce poste le colonel Maktar Diop qui est appelé à d'autres fonctions.
Parlons à présent d'un phénomène de société qui inquiète, la fugue. Au début, on parle souvent de disparition qui devient finalement une fugue. Cette problématique croissante est notée chez les ados. Justement, qu'est-ce qui pousse ces ados à partir volontairement? Élément de réponse dans ce reportage signé Fatou Bintou Konté. Fatou Bintou Konté a rencontré un spécialiste de la question. La fugue est loin d'être un phénomène nouveau, mais ces temps-ci, il est fréquent de voir des cas de disparition qui se terminent par une fugue. Parce que jeunes yu bari dañ koy def top sen nafsaayu bakken duñu rencontrer sont de plus en plus nombreuses les filles qui fuguent pour obtenir une certaine liberté. Ils s'en rendent compte, font mal à leurs parents. Parce que mauvaise image là envers eux. Déjà d'une part, elles se sentent, je dirais, séquestrées à la maison. Des parents qui sont un peu durs avec elles, qui les empêchent, du moins c'est les sorties, de sortir librement le week-end. Donc elles utilisent ce moyen de se faire plaisir. Une fugue est un acte fort pour l'enfant comme pour l'adolescent. Elle est surtout lourde de sens. On pense en premier lieu à une disparition. On pense à des situations catastrophiques. On pense que la personne disparue est en danger ou a été enlevée. Les déclencheurs potentiels de cette fugue sont multiples. Si ça concerne un enfant qui est dans des daras ou bien en situation difficile au niveau de son milieu scolaire, cet enfant peut être amené à penser qu'il doit fuguer. La raison de sa fugue également peut trouver sa source au niveau de son traitement dans son cercle familial. Mais le plus souvent, elle se fait volontairement, surtout chez les adolescentes qui sont à la quête de liberté. L'adolescence, par essence, c'est une période de révolte qui peut vous pousser à penser que vous pouvez prendre vos propres décisions, contrairement aux décisions que veulent vous imposer vos parents. Et cela peut vous penser, si vous avez un partenaire qui vous manipule, à vouloir quitter le cercle familial pour aller le rejoindre pour X raisons. La réprimande est à son retour parce que le plus souvent temporaire, selon le sociologue Khalifa Diagne, n'est pas la solution, comme cela se fait le plus souvent. Il faut savoir le pourquoi cette personne avait eu cette conduite. Le pourquoi cette personne-là, qu'on pensait être dans de bonnes conditions, qu'on pensait être normal entre guillemets, a tout d'un coup décidé de partir ailleurs et de voir qu'est-ce qui ne va pas dans son milieu, quelles sont les raisons de sa fugue et de pouvoir l'accompagner au plan psychologique pour qu'il puisse se réinsérer dans son milieu au point de ne plus penser à devoir fuguer à l'avenir. Fatou Bintou, merci. Éducation à présent, journée internationale du braille. Nous nous sommes intéressés à l'enseignement de ce système d'écriture destiné aux élèves non-voyants et ou malvoyants à l'école élémentaire Serigne Hassan Fall, située dans la capitale du rail. Des enfants déficients visuels sont préparés avant d'intégrer les classes dites ordinaires. Suivez ce reportage dans la capitale du rail, signé Cheikh Anta Diop Seylatir. Classe est implantée depuis 2018 à l'école élémentaire Serigne Hassan Fall de Kawsara Fall. Les enseignants de l'INEFJA préparent les élèves aveugles et malvoyants à une inclusion dans les classes ordinaires. Ici, les enseignements sont axés sur le braille. Pour l'apprentissage du braille, donc, ils utilisent la tablette et le poinçon. Quand c'est maîtrisé, on passe à la tablette. Quand on sent que l'enfant peut identifier quelque chose avec le toucher, on peut penser à développer l'écriture sur la tablette. Cependant, des difficultés majeures sont notées pour promouvoir l'enseignement à travers la méthode braille. Il y a un problème parce que tout le matériel pour l'enfant déficient visuel nous vient de l'extérieur. Là, ce sont les bailleurs, ceux qui ont construit les classes transitoires qui nous ont octroyé le matériel pour les enfants. Remercier l'État d'abord parce qu'il fait des avancées sur ça, mais ça reste beaucoup à faire. On n'en a pas assez. Après cette classe préparatoire, ces élèves aveugles sont orientés au niveau des classes. C'est à partir des résultats de l'évaluation qu'ils sont orientés au niveau des classes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Serigne Hassan Fall, nous avons 4 au niveau des CP, au niveau du C1 aussi. Selon le directeur de cette école, l'intégration se passe bien. D'ailleurs, les élèves déficients visuels de Thiès ont obtenu de bons résultats lors des examens de l'entrée en 6e et du CFE.
Bon courage à tous ces petits anges. Et puis santé à présent avec la journée de consultation médicale gratuite à l'École nationale des arts, une initiative de l'Institut en collaboration avec une ONG italienne. L'objectif est de permettre à ces acteurs culturels de bénéficier d'une prise en charge gratuite. Abdoulaye Wele est le directeur des études. Il est interrogé par Ibou Diouf. L'École nationale des arts. Bon, aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous, une journée importante, parce qu'elle est dédiée à la visite médicale qu'a bien voulu nous offrir l'ONG italienne avec ses collaborateurs sénégalais, comme nous, Sénégal. Et là, avec beaucoup de spécialités. Ces spécialités-là, nous avons la cardiologie, nous avons la pédiatrie, nous avons l'ophtalmologie, nous avons la gynécologie et la médecine générale. Donc c'est un moment précieux pour nous, c'est un moment précieux parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir chez soi une visite médicale composée aussi autant de spécialités, autant de spécialistes qui viennent vraiment renforcer l'objectif de l'école, c'est-à-dire non seulement pédagogique, mais aussi de la santé, parce qu'on ne peut pas faire une formation sans la santé. Je suis heureux d'avoir des collaborateurs qui ont compris l'importance de cette journée-là et qui sont mobilisés depuis presque 3 jours. Albinos et danger, surtout en période électorale. Le président des Albinos alerte et annonce une caravane régionale à Ziguinchor pour une meilleure sensibilisation afin que leurs droits soient respectés. Et Touré est interrogé par Boubacar Diassi, notre correspondant dans le sud du pays. De la région de Ziguinchor, il y a 13 personnes handicapées qui essaient d'investir pour être au conseil départemental. Donc, vu cela, c'est nécessaire qu'on les permette d'avoir des connaissances sur le niveau code électoral, mais aussi qu'ils connaissent le rôle et leurs responsabilités dans ces instances pour contribuer massivement par rapport au développement de leur localité. Donc, cette année, on a eu la chance, le code électoral a été vu et les dispositions qui sont prises, ça va les permettre d'aller voter au niveau des centres de vote où ils doivent voter, mais aussi ils peuvent choisir le bureau de vote qui est plus accessible pour eux dans les centres où ils votent, mais aussi l'essentiel que ce qui doit retenir que le comité électoral qui est sur place, ils vont ajouter son nom dans la liste qui est à leur disposition. On va faire la multiplication dans les différentes communes de Ziguinchor pour que les personnes handicapées puissent aller voter massivement. Et aussi, on va faire des caravanes de sensibilisation, faire l'appel par rapport souvent, c'est les albinos, ils sont attrapés ou bien des faits de sacrifices pour eux. Certaines donnent des sérités pour des personnes atteintes par les. Je croyais qu'après les sérités, ils peuvent devenir élus pour avoir le pouvoir. Ce n'est pas le cas. Donc, nous lançons l'appel que ces différentes personnes, ces différentes leaders qui sont là, qui respectent les personnes qui vivent avec l'albinisme, ils sont citoyens comme eux. L'actualité internationale nous conduit en Afrique du Sud, au Niger, en Inde et aux États-Unis, où le pays subit les affres du variant Omicron. Plus d'1 million de cas enregistrés en 24 heures. C'est un récit signé Daniel Diouf. Les États-Unis, confrontés à une 5e vague de Covid-19 du fait du variant Omicron, le pays a enregistré un record mondial de plus d'1 million de cas quotidiens lundi, selon le bilan de l'université Johns Hopkins. Toutefois, les taux de décès et d'hospitalisation ont été beaucoup plus faibles ces dernières semaines que lors des précédentes poussées de Covid. Le nombre de décès enregistrés a également diminué de 10% d'une semaine sur l'autre, avec 9 382 morts ces 7 derniers jours. L'Inde a, elle, démarré lundi la vaccination des adolescents contre le Covid-19. Plus de 4 millions d'adolescents de 15 à 17 ans vaccinés, soit plus de 5% de cette population, ce qui n'empêche pas la vague Omicron de faire exploser le nombre de nouveaux cas de Covid-19. New Delhi est particulièrement touché et les autorités viennent d'y déclarer un confinement pour le week-end prochain. La police d'Agadez au Niger a saisi près de 200 kg de cocaïne dans la voiture du maire de la bourgade de Fachi, une localité située au nord-est du pays.
C'est une combinaison d'efforts et de filatures de plusieurs services contre la grande criminalité organisée qui a permis à la police nigérienne de réaliser cet exploit. Des fouilles minutieuses du véhicule administratif du maire de Fachi qui se trouvait à bord ont permis de localiser 199 briquettes de cocaïne d'une valeur estimée à près de 9 millions de dollars. Le maire, nouvellement élu, et son chauffeur ont été immédiatement arrêtés et convoyés avec leur cargaison sur Niamey par un vol spécial. Les deux hommes sont désormais entre les mains de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, l'OCRETIS. Et puis retour sur l'incendie qui a ravagé le Parlement sud-africain dans la nuit de dimanche à lundi. Le feu est désormais éteint, mais on ne connaît pas encore les causes du sinistre. L'unique suspect a été présenté à la justice ce mardi. Vol, incendie et installation d'un engin explosif sont les chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Cet homme de 49 ans a été interpellé au moment de l'incendie. Il aurait pénétré dans les locaux du Parlement via la fenêtre d'un bureau capté par les caméras de surveillance. L'homme ne s'est pas expliqué sur la raison de sa présence sur les lieux du sinistre, mais il plaide non coupable. Diouf, merci. La page des sports à présent est une seule discipline dans cette édition, le football, Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République a remis le drapeau national aux Lions du Sénégal. Le chef de l'État veut voir l'équipe gagner, soulever la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Il invite les Lions à plus de volonté. L'équipe quitte ce mardi Dakar pour Bafoussam. Abifay et Younous Diatta ont assisté à la cérémonie. Cette fois-ci, le président de la République a changé de ton. La coupe est rien que la coupe, dit-il. Dans l'espoir collectif d'une victoire finale au soir du 6 février 2022. Cameroun 2021, c'est le Dembélé Ndikobi. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. La plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. La remise du drapeau national à l'équipe de football, source de motivation et de courage pour les Lions, prêts pour le triomphe. Très motivant, à chaque fois on vient ici pour prendre les quelques mots du président de la République. En rajouter plus, comme il l'a dit. On se bat jusqu'au bout et en même temps ramener la coupe avec nous. Nous sollicitons pour cela, Monsieur le Président, vos prières, celles du peuple sénégalais à l'unisson, afin que notre nation connaisse l'ivresse d'un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Monko Indi Namli. Le chef de l'État les invite à prendre exemple sur les blessés de guerre qui ont tout donné à la nation. Faites preuve de fair play et d'esprit sportif, mais surtout faites preuve de combativité, de courage et de dignité. Pour allier le palais présidentiel, l'équipe nationale a pris le TER de Diamniadio à la gare de Dakar pour terminer le reste du trajet à bord du bus de la Fédération sénégalaise de football. Ce mardi, les Lions quittent Dakar pour Bafoussam, leur quartier général. Restons avec cette CAN Cameroun 2021. La convocation de l'attaquant Ismaël Sarr, blessé depuis le mois de novembre pour la CAN Cameroun 2021, est sujette à un bras de fer entre son club Watford et le Sénégal. La convocation est également au centre des débats des observateurs qui ne manquent pas de souligner l'importance du véloce attaquant de couloir dans le jeu de l'équipe nationale. Pape Faragning, Tierno Laurent Mendy ont signé ce reportage. La convocation d'Ismaël Sarr pour la Coupe d'Afrique est une suite logique malgré sa blessure. Le sociétaire de Watford est une pièce maîtresse dans le dispositif du sélectionneur national. Alors pourquoi Aliou Cissé insiste sur Ismaël Sarr? Je pense que la réponse coule de source. Aliou Cissé a des certitudes par rapport à certains joueurs et Ismaël Sarr en fait partie. Quelle que soit la situation, si Ismaël Sarr est en bonne santé ou est apte à jouer, il fait partie du dispositif et des plans d'Aliou Cissé. Je pense que c'est l'une des explications. Ismaël Sarr également avec l'équipe nationale du Sénégal, vu ses dernières prestations avec l'équipe nationale du Sénégal, avec la France de Sadio Mané, Ismaël Sarr a su en relever le défi. Il a marqué récemment lors des derniers éliminatoires
sur les deux derniers matchs, il a eu à marquer des buts. Donc c'est quelqu'un qui compte pour Aliou Cissé et le coach mise beaucoup sur lui. Pour gagner une compétition comme la CAN, il faut forcément avoir tous les atouts de ton côté, surtout dans les phases à éliminatoires directes. C'est-à-dire, ce qu'il va perdre en compétitivité, en compétition, parce qu'il va manquer de compétition, il va peut-être le gagner en fraîcheur. Et nous aurons besoin effectivement de toutes nos forces, parce que n'oublions pas que nous sommes en compétition africaine et qu'il va y avoir des matchs tous les 3 jours. Et il nous faudra donc non seulement y aller avec toutes nos forces, mais en plus de ça, nous préparer à batailler ferme pour aller chercher ce trophée qui nous manque tant. Toutefois, l'entraîneur doit préserver la carrière du joueur s'il n'est pas apte. Si, au plan médical, il va pouvoir tenir son rôle. Ce que Aliou a dit, effectivement, il ne sera pas opérationnel tout de suite. Même s'il est totalement guéri, il va falloir effectivement qu'il reprenne un peu de compétitivité. Je pense que ce sont des questions qui sont légitimes. Je pense qu'il est blessé depuis le mois de novembre, décembre, pratiquement 2 ou 45 jours, il n'a pas joué. Mais je pense que comme ce sont des athlètes de haut niveau, avec également l'équipe nationale qui a également des préparateurs physiques, mais également un staff médical assez outillé, je pense que le problème ne se situe pas là. S'il est apte à jouer, il pourra faire lui également des efforts personnels sur lui pour revenir vraiment au plus vite à la compétition, parce que je pense que le coach Aliou Cissé a besoin de lui. La polémique autour de la sélection d'Ismaïla Sarr continue d'alimenter les débats, même si la FIFA donne raison au Sénégal. Reste à savoir si Ismaïla Sarr aura le rendement attendu. Merci. Et puis Sablux Holding, société immobilière, entre dans la tanière des Lions de football du Sénégal. Elle a ratifié une convention de 2 ans avec la Fédération sénégalaise de football pour annoncer toutes les deux construire ensemble la fierté nationale. Chersad Boudjara. Un nouvel accord de partenariat pour la Fédération sénégalaise de football à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Sablix Holding, le partenaire, est une entreprise 100% sénégalaise dédiée à la promotion immobilière avec ses 11 années d'activité, ses 4 filiales interconnectées qui comptabilisent 50 programmes immobiliers commercialisés. Elles sont liées par un contrat de sponsoring pour les 2 prochaines années. Nos engagements avec la Fédération sénégalaise de football, nous soutenons le peuple, les Sénégalais, nous soutenons nos équipes nationales et nos clubs nationaux. Donc Sablux entre dans la tanière, c'est effectif et nous allons entrer à fond avec l'équipe nationale. Un compagnonnage vu d'un très bon œil par l'instance fédérale. À nous de vous remercier, cher Sabluxois, parce que vous avez cette terminologie qui sonne très fort, qui est très beau, d'avoir accepté de venir nous accompagner pour qu'on puisse s'inspirer de vous et surtout qu'on puisse co-construire ce football de l'excellence que nous souhaitons. À travers cette convention, Sablix Holding apporte sa contribution au désir de sacre qui anime le football sénégalais. Nous avons l'équipe pour ce faire. Nous avons l'organisation qui peut faire. Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'unité des cœurs. Et c'est ça l'invite de ces jeunes Sénégalais autour de Sablux et d'Adila qui nous invitent tous, à travers le travail qu'ils ont effectué, nous montrer que le seul chemin qui vaille, c'est le chemin du travail. Manko Woutindamli, le slogan du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, rejoint l'ambition du fleuron de l'industrie immobilière sénégalaise, Sablix Holding, de construire la fierté nationale. Le triomphe, l'objectif commun pour le viatique d'un partenariat. À nos Lions de la Teranga. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information demain à 6h30. Tout de suite, retrouvez Papa Abdoulaye Der juste après pour la suite de Soir d'info. Papa Abdoulaye Der qui reçoit ce soir Abouba, le directeur général